La forêt. Apparue il y a 350 millions d'années, elle est essentielle à la vie sur Terre. 80% de la biodiversité y trouve refuge et un humain sur 5 subsiste grâce à ses richesses. Mais jour après jour, les forêts reculent alors que les hommes font face à un dilemme de plus en plus urgent. Comment concilier des besoins toujours grandissants avec la nécessité de préserver ces ressources si précieuses? Aux quatre coins de la planète, les forêts bruissent de solutions innovantes et respectueuses du monde vivant. Des hommes et des femmes font appel à la recherche scientifique, aux traditions ancestrales et à leur imagination pour réinventer les pratiques forestières de demain. Voici comment ces pionniers réécrivent ensemble la grande histoire de l'homme et de la forêt. Elle représente 5% de la forêt amazonienne. Mais alors que de l'autre côté des frontières, les écosystèmes amazoniens ont souffert de l'occupation humaine, la Guyane, elle, ressemble encore à ce qu'elle était le jour où Christophe Ce qui explique la densité de tous ces arbres, la luxuriance de cette forêt tropicale humide et sa richesse aussi, c'est la quantité d'énergie qu'elle reçoit par le soleil bien sûr, mais aussi par toute cette pluie qui tombe au sol. Ces éléments ils sont très importants pour la photosynthèse. D'immeubles avec différents étages. La première strate au sol est caractérisée essentiellement par la litière au sol, par des palmiers, par les jeunes arbres qui poussent, et puis un peu la faune, en particulier les insectes et les moustiques. Au deuxième étage, on a le domaine des troncs. C'est aussi le domaine du niveau de lumière encore faible, donc il y a peu de branches sur ces troncs. Le troisième étage de cet immeuble, c'est la canopée et c'est l'endroit où on a cette interface entre le soleil, l'atmosphère et la forêt. Cette canopée, elle limite très fortement la quantité de lumière qui va arriver au sol et seulement 1% à peu près du rayonnement solaire atteint le sol. Et puis grâce à cette canopée, la pluie qui tombe en abondance ne va pas éroder très rapidement ces sols. Et donc cet écosystème, cette canopée, contribue au maintien aussi, sa structure contribue au maintien de cet écosystème.
Tous jouent un rôle vital dans l'équilibre de la forêt. En ingérant les fruits des arbres et en disséminant les graines à travers leurs excréments, ils assurent la biodiversité végétale qui est à la base de la chaîne alimentaire. Mais en bas, au ras du sol, c'est un tout autre royaume. Ce qui s'y passe, la nuit tombée, très peu d'hommes l'ont vu. Pour mieux connaître les habitants de ce territoire ténébreux et attester de sa biodiversité, Cécile Richard Hansen, ingénieure à l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a joué les détectives en mettant en place un dispositif aussi ingénieux qu'inoffensif. On a fait un premier dispositif de piégeage photographique qui était vraiment pour connaître toute la biodiversité qu'il y avait dans le site. Ça nous a permis donc d'avoir plus de 80 000 photos au moins une trentaine d'espèces différentes, dont certaines sont... Donc ça par exemple c'est des hocos, qui est une de nos espèces d'études aussi, un gros oiseau terrestre gibier. Ça c'est une espèce très rare, cabassou géant, qui est assez rarement observé en Guyane. Des espèces assez fréquentes là sur le site, le Grand Tamanoir. Alors, on voit qu'ils ont bien détecté nos appareils, là ils viennent les renifler. Encore le tamanoir avec son bébé sur le dos. Nos fameux cochons-bois, donc on a commencé maintenant à étudier, à capturer pour les marquer. Deux jaguars, certainement une femelle avec un grand jeune qui arrive. Un puma qui a l'air de poser, donc parmi pas mal de grands félins sur cette zone. Un accouplement de cabassou, donc encore une fois, un truc assez extraordinaire parce que c'est une espèce rare. Tous ces résultats de ces campagnes photographiques nous ont vraiment décidé à choisir cette zone comme zone d'étude et à se lancer dans des campagnes de capture, cette fois-ci pour de vrai, d'attraper des animaux, de les équiper avec des colliers GPS pour comprendre leur suivi et pour pouvoir vraiment améliorer la gestion de la faune en Guyane. Deux espèces clés de l'écosystème guyanais fascinent les chercheurs. D'abord, les cochons pécaris. Ils constituent une proie appréciée des félins aussi bien que des hommes. Mais son rythme biologique est encore mal connu. Cécile Richard Hansen a construit de grands enclos pour attraper cet animal qui se déplace en groupe. Les fruits d'Arawa font un excellent appât. C'est une espèce qui a subi des énormes pertes en Guyane sans qu'on s'explique trop pourquoi. Il y en avait beaucoup dans les années 2002. Il y en a presque plus et on ne sait pas pourquoi. C'est un phénomène qui existe à plusieurs endroits en Amazonie. Il faut connaître sa biologie et c'est le but en fait de toutes les études qu'on mène à l'ONCFS. L'autre espèce ciblée se trouve à l'autre bout de la chaîne alimentaire. C'est un des grands prédateurs du pécari, le jaguar. Cet animal rare est un véritable indicateur de la santé du sous-bois. Grâce au son d'une femelle en rut et d'une proie affolée, la biologiste Rachel Berzins et la vétérinaire Chloé Rodrigue ont tendu un piège au félin. Les mâles sont solitaires et il faut ruser pour déjouer leur méfiance. Le but de la manip, là, c'est d'essayer de capturer des grands félins, donc notamment des jaguars. Et en fait, il est aussi attiré par le son qui est installé à proximité du piège. Et donc l'animal doit donc poser ses pattes exactement à l'endroit où on le souhaite. Et là, normalement, ça se déclenche quand il pose sa patte sur le pressoir. Et nous, on intervient, on fait des tournées toutes les 4 heures pour justement que l'animal ne reste pas trop dans cette position inconfortable pour lui trop longtemps. Une fois que l'animal est piégé, nous, on vient voir et après, ensuite, on fait toutes les manips pour la pose du collier, l'émetteur, etc. Et après, on le relâche après qu'il soit remis de son anesthésie à peu près 1 heure après. L'homme, mine de rien, empiète sur le territoire du jaguar. Il y a de plus en plus de déforestation, il y a de plus en plus d'élevage, etc. Donc l'animal le perd de son habitat. Et donc le but à long terme, c'est de faire en sorte que le jaguar puisse continuer à vivre en coexistence pacifique avec l'homme. Ce petit bout de jungle n'est qu'un infime échantillon de la faune extraordinaire qui s'épanouit ici, depuis la nuit des temps, loin du regard des hommes.
Et même si la chasse devient un problème ailleurs dans la forêt, ici, les créatures n'ont rien à craindre. Et pour cause. 3, 2, allumage EAP, décollage. Le centre spatial guyanais, à Kourou, est la base de lancement des fusées Ariane. La sécurité de ce site est assurée par les forces armées. Ici, pas de braconnage possible. Une aubaine inattendue pour la faune sauvage. Terre amérindienne depuis des millénaires, le sol guyanais attire les projets de conquête depuis son exploration au XVIIe siècle par le capitaine de La Touche. Mais aidé par les épidémies que les moustiques de la région réservaient aux intrus, la forêt repoussa toujours l'homme. Elle y gagna aussi la réputation d'enfer vert, si bien qu'en 1846, la France y installa un bagne. Mais même le bagne avait pour mission de peupler le pays et tirer profit de ses ressources. En 100 ans, les résultats tant espérés ne se réalisèrent jamais et la forêt fut désertée. À la fin des années 60, des entreprises forestières françaises, chassées d'Afrique par la décolonisation et attirées par les richesses de Guyane, firent une nouvelle tentative. Elles ne connurent pas davantage de succès. Elles constatèrent, trop tard, que le marché local était trop petit et l'exportation du bois trop coûteuse. Ces échecs furent la chance de la Guyane. Ailleurs, l'occupation humaine coûta à la forêt amazonienne une déforestation rampante, au rythme de plus de 2 millions d'hectares par an, soit la disparition de l'équivalent de la forêt guyanaise tous les 3 ans. Aujourd'hui, ce paradis originel ne peut plus repousser l'avancée des hommes qui s'installent, toujours plus nombreux, à sa lisière. Le sous-bois constitue un véritable laboratoire que les équipes scientifiques étudient inlassablement. Alors, le cerclage. Les troncs des arbres centenaires renferment l'histoire du climat de notre planète, mais aussi la nature exacte du rôle joué par la forêt tropicale dans la machine climatique. Damien Bonal et son équipe plantent des sondes dans leurs canaux de sève. Ils analysent un phénomène surprenant, la transpiration des arbres. Alors, on va le couvrir maintenant. Je te laisse le scotch, c'est pareil. Je te laisse le... On a pu mesurer que sur des grands arbres, qui font à peu près 1 mètre de diamètre, eh bien, chaque jour, ils transpirent 200 à 300 litres d'eau. Placés en haut de cette tour, des instruments high-tech mesurent les échanges d'eau entre la forêt et l'atmosphère. Une grande partie est absorbée par les arbres et transpirée par les feuilles sous forme de vapeur d'eau. Cette transpiration, elle est à peu près de 60 000 litres d'eau transpirée par hectare de forêt. Chaque jour, c'est équivalent à 6 litres par mètre carré. Donc on a 10 litres par mètre carré chaque jour qui tombent et 6 litres par mètre carré qui sont transpirés. Et la différence, à peu près 4 litres, eh bien, c'est toute l'eau qui va partir dans les fleuves, dans le sol d'abord et puis dans les fleuves, et qui va alimenter les océans. Et cette grande quantité d'énergie qui est échangée sous forme de cette transpiration contribue à former les nuages au-dessus de cette forêt. D'autres capteurs fixés sur la tour permettent d'évaluer précisément la quantité de carbone absorbée puis rejetée par les arbres. Les résultats sont sans équivoque. La forêt absorbe plus de CO2 qu'elle n'en émet. C'est autant de gaz à effet de serre qui ne finira pas dans l'atmosphère.
cette forêt amazonienne contribue à faire que la planète se réchauffe un petit peu moins vite. Si on coupe cette forêt tropicale humide, eh bien, la planète va se réchauffer plus vite que ce qu'elle ne fait actuellement déjà. Et c'est la raison pour laquelle on dit que la forêt amazonienne, elle contrôle un peu le climat de l'Amérique du Sud et sûrement un peu plus loin d'une petite partie du continent. Si l'homme venait à détruire la forêt comme il l'a fait dans le reste du continent, ce n'est pas seulement la faune et la flore qu'il mettrait en péril, mais lui-même. À l'heure où les dérèglements climatiques ont atteint un seuil dangereux, la préservation de la forêt guyanaise est plus importante encore aujourd'hui qu'elle n'était hier. Mais n'est-il pas déjà trop tard? L'homme a-t-il déjà posé son empreinte nocive sur l'écosystème? Si les scientifiques ne peuvent pas ausculter toute l'immensité de la forêt, ils peuvent se pencher sur ceux qui en assurent la survie, les insectes recycleurs. Cette armée infatigable permet la régénération des végétaux. En étudiant leur fourmillement besogneux, les entomologistes peuvent prendre le pouls de la forêt tout entière. Nous avons placé ce piège là sur un tas de lianes parce que nous comptons intercepter des insectes xylophages qui interviennent dans le recyclage du bois mort. Il y a environ un arbre sur 100 qui tombe chaque année, donc ça représente une masse colossale de bois. Et tout ce bois posé au sol a besoin d'être détruit par plusieurs insectes, d'abord les xylophages et ensuite les termites. Et après il y a le travail des bactéries qui permettent vraiment une fertilisation du sol qui est très pauvre ici. Une belle souche là. On va voir si y a des larves. Ah. Alors ça c'est un passalide. C'est un scarabée qui dégrade en fait du bois très avancé. Donc dans les forêts comme ici non entretenues, il y a de nombreux troncs en train de se dégrader. Et à ce stade-là, il y a pas mal d'espèces qui interviennent dans la finition de la dégradation et la fertilisation du sol. Il y a seulement 15% des insectes de Guyane qui sont connus et décrits. 15%, c'est-à-dire, pour être précis, 15 000 espèces sont décrites sur 100 000 qui sont supposées vivre en Guyane. Il est très important de laisser les forêts natives pour continuer la recherche et étudier toutes ces espèces. Le piège lumineux est l'outil idéal pour recenser les insectes et déterminer l'état de santé de la forêt. Souffre-t-elle déjà des symptômes de l'exploitation humaine? Ah, je me suis piqué là au côté du nez quoi. Oh. Bon là c'est le jeu de massacre là. Bon. Mandibulari. On a un beau spécimen quand même. C'est beau celui-là. Ça fait une belle chasse quand même. Une belle collecte. Le diagnostic est tombé. L'écosystème forestier est pour l'heure encore en bonne santé. Et comme à chacune de leurs expéditions, les entomologistes ont découvert de nouvelles espèces d'insectes. La Guyane est véritablement l'un des derniers Édens, peuplé d'une nature extraordinaire et largement inconnue. Elle est une capsule temporelle et millénaire, un gigantesque trésor vivant pour la science. Mais pour les scientifiques, derrière l'émerveillement, se cache un sentiment d'urgence. Car il suffit de s'aventurer vers la côte pour découvrir les transformations qui se profilent à l'horizon. La population guyanaise augmente de 3% par an, une croissance 7 fois plus rapide qu'en France métropolitaine. Dans le sillage de ce phénomène, 4 autres sont en hausse. La chasse,
le défrichage de terrain pour les constructions immobilières, le nombre des parcelles agricoles et la demande de bois pour la construction. Dans ce biotope où tout est lié, chaque nouvelle route permet à l'homme d'étendre encore son empreinte. L'Office national des forêts, gardien de 70% du massif guyanais, est confronté à un choix impossible. D'un côté, la nécessité absolue de préserver ce précieux patrimoine vert. De l'autre, le souci de pourvoir aux besoins des habitants toujours plus nombreux, dépendants de ces ressources. La solution à ce dilemme, repenser chaque détail de la gestion de la forêt, en commençant par le maillon faible, les pistes. Un avion équipé d'un sonar établit une carte en relief. Le trajet des engins forestiers est optimisé. L'utilisation du carburant est divisée par 2. Surtout, l'impact du défrichage est réduit de 20%. 20% de défrichage en moins est un gain important, car le sol tropical est stérile au-delà de 50 cm de profondeur. Chaque arbre arraché met donc à nu une terre pauvre qui mettra longtemps à se reconstituer. Mais outre les pistes, c'est aussi l'exploitation forestière qu'il est urgent d'optimiser. Pour Olivier Bruno, cette optimisation se joue à un arbre près. La forêt guyanaise est très diversifiée puisque on a plus de 1600 espèces d'arbres identifiées en Guyane. Seul un petit nombre font partie des essences commerciales. Il y a à peu près 90 essences qui ont été définies comme essences commerciales. Le prélèvement en Guyane, c'est vraiment un prélèvement de type cueillette. On fait une sélection des arbres que l'on va exploiter, de telle sorte à ne pas dépasser un certain prélèvement, pour ne pas avoir une perturbation trop importante de la forêt, pour qu'on garde vraiment une dynamique proche de la dynamique naturelle, puisqu'on est dans le cadre d'une régénération naturelle, et qu'on exploitera à la prochaine rotation dans 65 ans. Alors, parmi les essences exploitables, par exemple celui-là, il fait partie des principales également. Alors, c'est ce qu'on appelle un balatafran. Il a une écorce interne très rosée. Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est qu'il exude. Donc un exudat bien blanc, qui est sa sève. C'était un arbre qui était saigné, un petit peu comme du pas maritime, pour récupérer justement sa gomme qui servait d'isolant. C'est la gomme du Balata de Guyane qui avait servi à isoler le câble de télécommunication entre la France et l'Angleterre. Sur chaque hectare, en moyenne, 5 arbres seulement sont coupés. Les troncs à abattre sont identifiés grâce à leurs coordonnées GPS. Les forestiers travaillent aussi à minimiser les dégâts. Grâce à un nouveau câble synthétique ultra léger, pouvant tracter des troncs de plusieurs tonnes sur 40 mètres. Plus besoin d'ouvrir de nouveaux sentiers ou de compacter le sol, ce qui perturberait l'écosystème.
Bientôt, il faut déboiser une nouvelle parcelle, à un rythme qui s'accélère sans cesse. Les Amérindiens sont attachés à cette coutume ancestrale. Elle est la clé de leur autosubsistance et crée une solidarité entre les familles en honorant le mayuri, ou la valeur du travail en commun. Quand on fait du bois, nous, c'est un peu gaspillage quoi, du bois, quoi. Parce qu'on a beaucoup de bois qui sont bons pour faire du bois, du planche, et pour faire la fabrication du pirogue, peut-être. On gaspille quoi, pour faire la bâtie. C'est pour planter notre richesse, quoi. Notre manioc, c'est notre argent, quoi. Pour planter des bananes, des cassaves, on plante tout, quoi, là-dedans. Chacun doit faire son abattis, quoi. Moi, j'ai mon abattis. J'ai moi, ma femme, ma fille, mon fils. Si on n'a pas la forêt, c'est galéré, quoi. On n'a rien, quoi. Le problème des abattis est naissant dans les territoires amérindiens, mais il est devenu préoccupant autour des villes. Afin de réduire le plus possible la fréquence de ces coupes, l'Institut du développement, Éducagri, s'est donné comme objectif d'augmenter le rendement des sols. Car quitte à ce que les populations se sédentarisent, autant profiter au maximum de ces nouvelles zones agricoles. Mais optimiser la terre brûlée des abattis signifie adopter des systèmes d'agriculture innovants. Vincent Eslen a pour mission de mettre ces solutions en pratique autour de la ville de Maripasoula, à l'ouest du pays. Les abattis sont avant tout des systèmes de culture itinérants. C'est-à-dire que traditionnellement, on va se déplacer tous les 3, 5 ans, 10 ans, on va changer. Et ça, c'est un système qui marche très bien, à condition de ne pas être nombreux. Aujourd'hui, la population de Maripasoula, elle double à peu près tous les 5 ans. C'est-à-dire qu'en 2010, on était 4500 et on est aujourd'hui 9700. Face à cette augmentation de la population, la seule solution, en fin de compte, c'est d'arriver à transformer l'abattis en quelque chose de périn, de fixé. Où on va avoir bien sûr aussi du manioc, parce que ça fait partie de la culture alimentaire, mais après toutes sortes d'autres légumes. Ça peut être des aubergines, des choux, des pepsaï, des catchoy, qui sont des légumes plutôt indonésiens, qui vont permettre de diversifier la culture alimentaire locale, diversifier les apports alimentaires dont vont pouvoir bénéficier ces populations, et surtout améliorer la production et la rentabilité de la pratique agricole. Madame Dill, agricultrice de Maripasoula, a accepté de suivre les conseils de Vincent. Tu viens travailler à la bâtie? Ah, j'aimerais bien, mais il faut que je m'apprenne d'abord. Elle diversifie ses plantations. Maïs? Maïs? Oui, ça c'est maïs. Tu l'as semé quand? C'est les jours que je viens brûler. Et puis quand Directement? Ah oui, quand il n'est pas bien brûlé, Ouais. et puis j'ai replanté. Parce que... Là, c'est beau, mais bon, ça va. Dès qu'il y aura les pluies, ça va être dur. Là. Ah oui. Entre les grumes calcinées, on trouve des bananiers, des piments, mais aussi des ananas, du manioc, des aubergines, des pastèques. En tout, plus d'une douzaine de légumes différents. Donc là, on est vraiment sur la pratique la plus traditionnelle et aussi la plus efficace avec les moyens du bord pour arriver à cultiver quelque chose dans une zone tropicale. On coupe, on brûle, et là, on a un sol propre sur lequel on va pouvoir planter facilement. Le tout sans un litre de glyphosate, sans aucune machine. Madame Dill sait que dans quelques années, le sol de sa plantation sera trop appauvri. Alors, elle devra avoir recours à l'engrais vert, plus fertile à long terme qu'un lit de cendre. Mais si son efficacité n'est plus approuvée, l'adoption d'une telle technique est loin d'être évidente pour les agriculteurs. Si on utilise des engrais verts, c'est-à-dire semer des plantes exprès pour faire de la biomasse végétale qui vont faire de la fertilité, ça marche très bien même, on sait très bien l'utiliser. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir du coup préparer son champ pour semer quelque chose qui va absolument rien produire.
Enfin, on ne va pas récolter quelque chose qui pourra se manger, on ne va pas récolter quelque chose qui pourra se vendre. Par contre, on va produire quelque part de l'engrais qu'on va restituer à la terre pour pouvoir faire des bonnes cultures par la suite. Et ça, effectivement, pour les agriculteurs, c'est parfois dur à entendre. De dire, va te fatiguer au champ pour semer quelque chose, donc tu ne vas pas récolter, au contraire, tu vas tout laisser au sol et après tu pourras semer. Une grosse partie de notre travail, c'est justement de les amener, par l'exemple, par l'accompagnement, à maîtriser ces techniques et voir leur intérêt. En attendant, pour améliorer les récoltes à court terme, Vincent encourage les agriculteurs à entretenir de petites pépinières chez eux au village. Bientôt, ils seront prêts à planter des plantes déjà robustes au cœur de leurs parcelles et de leurs abattis. Ça, c'est aubergine. Et ça, c'est céleri. Derrière. Et ici, c'est les paricots. Et ça, c'est les plantes de ramboutan. Alors ces petits abattis jardins, ce qu'on pourrait appeler finalement des pépinières, ça va permettre finalement de prendre plus soin de ces cultures parce qu'on les approche de chez soi, donc on peut les surveiller tous les jours, voir si les insectes attaquent, surveiller l'irrigation, surveiller les maladies. Ce qui va permettre, quand on les amènera à l'abattis, de partir directement sur des plantes qui sont fortes et robustes. Et en fin de compte, ça va augmenter de façon très significative la productivité de l'abattis. Ça va vraiment contribuer pour l'agriculteur à générer son revenu de façon différente. Parce qu'il suffit ici d'une petite surface qu'on puisse bien travailler, bien surveiller, pour dégager un revenu qui soit tout aussi important que si on devait déboiser 1 hectare de manioc, par exemple. Si Madame Dill est aujourd'hui convaincue par ce mode d'agriculture, le plus grand défi auquel fait face Vincent reste de transmettre aux habitants la notion de protection de la forêt. Pour eux, qui ont toujours vécu au milieu d'elle, la forêt est omniprésente, envahissante et surtout éternelle. Une perception fausse, en décalage avec la déforestation rapide qui menace le massif. Adapter les comportements à cette nouvelle réalité est un travail de longue haleine. Si l'abandon d'une tradition tout entière n'est pas envisageable, la modification de quelques habitudes peut donner de grands résultats. Notamment pour ce qui est de la coupe des arbres, ceux des abattis ou ceux destinés au bois d'œuvre. Des formateurs du parc amazonien de Guyane enseignent une nouvelle technique d'abattage qui permet de gagner 30% de volume de bois utile. Après avoir vérifié le penchant naturel de l'arbre, seulement 5 coups de tronçonneuse suffisent. On crée une charnière entre 1 et 2. Un talon anti-recul en 3. Le tronc est coupé de façon sécuritaire et tombe avec moins de risque de se fendre. Si l'abattage est fait correctement, du coup, on récupère beaucoup plus de bois. S'il y a des fentes, on perd beaucoup de morceaux de bois à l'intérieur. Avant, ils faisaient tomber un arbre sans faire de sondage, par exemple. Ce qu'on appelle un sondage, c'est on perce l'arbre au niveau de la base en bas pour voir s'il n'est pas creux. S'il est creux, on le laisse sur pied parce que c'est un semencier, il va faire des graines pour l'avenir. Donc on le laisse sur pied. Avant, les gens faisaient tomber systématiquement les arbres sans vérifier s'ils étaient vraiment creux ou pas, quoi. Ils en faisaient tomber 5-6 pour avoir un arbre correct, quoi. Il y avait beaucoup d'arbres fendus, beaucoup de pertes. Maintenant, ils font tomber beaucoup moins d'arbres avec cette technique-là. Enfin, ils feront tomber beaucoup moins d'arbres parce qu'ils sont en train de l'apprendre. Et puis c'est surtout qu'il faut perdre les vieilles habitudes d'abattage. Et ça prend du temps, même avec des professionnels. Ces stages sont destinés aux Amérindiens. Menuiserie, ébénisterie, bâtiments. Les projets ne manquent pas dans la communauté. S'ils ne sont pas une solution rapide à la déforestation, ces échanges participent à la sensibilisation de la population à ce patrimoine qu'il faut protéger. Les peuples de la forêt se servent de ce bois depuis des siècles pour écrire leur histoire. Les artisans d'aujourd'hui, à l'aide de pigments naturels, mettent en scène les animaux d'Amazonie, héros de leur légende. Les Amérindiens ont toujours vécu au bord du fleuve Maroni. Ils y pêchent, s'y baignent, s'y lavent. Leur existence dépend autant de la forêt que de l'eau qui la traverse. Mais il y a quelques années, les fleuves se mirent à charrier de la boue contaminée, aussi toxique pour l'homme que pour l'environnement. Les responsables? Les garimperos, chercheurs d'or, dont le nombre a doublé en 2 ans.
quand j'étais petit, la rivière c'était pas comme ça, quoi. C'était pas marron, c'était bien marron. C'était pas couleur de chocolat au lait, là. À cause des orpailleurs, donc. Et ça pollue la rivière, plein d'arbres qui sont morts, quoi. Bon, bah, c'est un peu triste, quoi. Hein. Les orpailleurs viennent de la rive opposée du fleuve Maroni, territoire du Suriname. La Guyane est impuissante. L'eau boueuse est le fait de dragues suceuses qui aspirent les alluvions dans le lit du fleuve et la toxicité du mercure nécessaire à amalgamer les paillettes d'or. L'augmentation du nombre d'orpailleurs clandestins a profondément transformé les habitudes des Amérindiens de la Guyane. Ils se méfient désormais du poisson de la rivière et craignent pour leur sécurité. D'autres se sont mis à profiter du commerce de l'or. C'est la culture amérindienne tout entière qui est bouleversée pour quelques pépites. L'État français est conscient du danger grandissant. Il a interdit l'utilisation du mercure dans les exploitations officielles et cherche des solutions pour lutter contre cette nouvelle ruée vers l'or clandestine. Des scientifiques du WWF et du Bureau des recherches géologiques et minières essaient d'instaurer une traçabilité chimique de l'or, traité avec ou sans mercure, pour assainir le marché. La forêt a besoin qu'on trouve des solutions durables aux problèmes d'aujourd'hui, mais l'État ne peut agir seul. Il est urgent que l'homme imagine la forêt autrement et la conjugue au futur, car elle peut être généreuse et offrir à ceux qui la respectent tout ce dont ils ont besoin. Mais pour trouver ces trésors d'un autre genre, il faut savoir chercher hors des sentiers battus. Olivier Dumette a grandi le long du fleuve Aproag. Il s'est aventuré là où l'homme n'a pas mis le pied depuis plus de 150 ans. On est tombé sur ces plantations de cacao cachées. Petit à petit, la passion elle est née. Toutes ces grandes feuilles voilà, sont des feuilles de cacaoyer. Et on a des deux côtés de ce canal. Hein. En saison des pluies, on a le fleuve qui va déborder et déposer des tonnes d'alluvions, un peu comme les crues du Nil, hein, qui vont enrichir ce sol. Et donc cette marque blanche qu'on voit sur la végétation qui touche l'eau, eh bien, ce sont justement ces sédiments, ces alluvions qui se déposent sur les feuillages et aussi sur le sol. Du coup, on se retrouve sur un sol qui est fertile. Le goût de la terre, c'est lui qui donne l'arôme. Hein. Quand on voit cette boue briller comme ça, là, on pourrait l'appeler la graisse de la terre. Donc l'arôme naît de la rencontre d'un sol et d'un savoir-faire. Ces cacaoyers sont ceux d'une ancienne plantation abandonnée lors de l'abolition de l'esclavage en 1848. Ils se sont parfaitement adaptés à ce retour à l'état sauvage et donnent aujourd'hui un chocolat de grande qualité. Le cacao, lui, c'est un arbre de sous-bois. Il supporte d'être à l'ombre des grands arbres et il a continué à prospérer, à arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Mais là, on est dans une plantation de cacao qui n'est pas du tout ordinaire, qui est atypique. Parce que les arbres, ils sont pas du tout alignés. Ils cherchent la lumière, ils sont en sous-bois. Donc le bois, il est souple, il se plie, donc il pousse en arceau. Donc il n'a pas du tout l'allure d'une plantation. Et pourtant, c'est une plantation de cacaoyers qui donne des fruits qui s'appellent la cabosse. Donc c'est un fruit qui est assez exceptionnel parce qu'il pousse collé sur le tronc. D'ici un mois ou deux, elles vont devenir jaunes et ça va être le signal pour transformer ce fruit en chocolat. Donc, tiens, là il y en a une qui est un petit peu plus mûre que les autres. Donc dedans il y a une pulpe blanche qui entoure des graines et ces graines, c'est avec justement cette graine qu'on va faire le chocolat.
De plus en plus, des gens veulent du chocolat sur la planète. Le cacao demande des sols très riches. Et ça, il y en a de moins en moins disponibles. Ça offre des perspectives d'avenir économique en Guyane, ouais. Il faut juste avoir le courage de le faire et la disponibilité. Soit on coupe la forêt et en exploitant le bois, on gagne de l'argent tout de suite. Voilà, la ressource elle est terminée jusqu'à 50 ans, 150 ans. Ou bien on les garde ces arbres et en dessous, on développe des produits de qualité. Et il y a un trésor en dessous. Ouais. On fait une belle démonstration que de laisser la forêt, ça peut rapporter de l'argent. Produire du cacao, ça peut être une alternative contre la déforestation. Olivier Dumette torréfie son cacao selon des méthodes apprises chez les Amérindiens. Il a su lier le passé et le présent pour transformer. Nakuna koren matikum palkem nakuna tinap. Prome malapi peske, tapi pakulon talkem nana hale. Prome emna katuk ke pina pu haptau, emna ni pohna pu aida, emna ne pina bai. Hingga tu patuku haptau kan man, ahala masih patuku ansi. Era mana dia kuteyak tihe mulai teli tohta toka. On masih pada pulang. Kamera yumui malu, mule yumui ho. Tetakan. La pharmacopée amérindienne traditionnelle est encyclopédique. Des propriétés curatives ont été trouvées dans près de 500 plantes de la forêt. Cette liane dégage une forte odeur d'ail quand on l'écrase. C'est l'antidote idéal contre les invasions de chauves-souris dans les cases du village. Nani rekta pem napta. Maske rekem nana happy nabiai me. Emna ek kriye. Moina ni me emna tuna wagem nani ye. Moroina emna ne puyai. Ibu wale no. Ibu ka rekom tuale. Reka tip pito putti tele imyata to mapta te payap tale tuale mantas. Upaghagen api upone anik perang stambata nikia. Meren mawe tam tekalia. Peu à peu, les scientifiques prennent le relais des Amérindiens et découvrent les incroyables propriétés des plantes de la forêt guyanaise. Emeline Well est à la chasse d'une molécule particulière qui permettra non pas de soigner, mais d'éradiquer. Elle cherche celle qui tuera le moustique. Le moustique fait 1 million de victimes par an dans le monde. Il est devenu plus redoutable encore avec l'apparition du virus Zika. Et dans un amer coup du sort, ce sont les actions des hommes qui permettent la multiplication des larves. Lorsque l'écosystème est perturbé par la déforestation, la chaîne alimentaire se détraque. Parmi les victimes, les entomophages, prédateurs des moustiques.
La forêt devient alors un dangereux réservoir de pathogènes. On va chercher des produits qui ont une toxicité vis-à-vis des larves d'un moustique qui s'appelle Aedes aegypti. Et c'est le moustique qui transmet la dengue et le chikungunya notamment. Donc ça, c'est 2 maladies qui posent de gros problèmes de santé publique en Guyane et qui, de fait, ont des lourdes conséquences économiques également sur le département. Donc l'idée, c'était d'observer ce qui se passe dans la nature et puis de s'en inspirer pour trouver des solutions à cette problématique. Nous avons choisi de venir ramasser des plantes ici parce que c'est un milieu très pauvre en ressources. Donc on suppose que les plantes, dès le départ, vont créer de nombreuses défenses chimiques pour se défendre contre les pathogènes ou les herbivores, puisqu'elles disposent de peu de ressources pour leur croissance ou pour se rétablir après une attaque. Donc on espère qu'en ramassant des plantes dans ces milieux, on va pouvoir trouver de nouvelles molécules actives dans le cadre de notre lutte contre les moustiques qui transmettent des maladies à l'homme. Pour effectuer ces carottages, Emeline ne choisit pas les essences au hasard. Même dans la production d'insecticides, les meilleures solutions sont les solutions durables. Donc là, je suis en train de réaliser une carotte dans un grignon. C'est une espèce qui est très répandue dans la forêt guyanaise et qui est utilisée notamment dans la construction. Alors, on peut voir 3 zones. Ici, on a l'écorce, donc la partie extérieure de l'arbre. La partie la plus claire ici, c'est ce qu'on appelle l'aubier, c'est le bois vivant, c'est là où se passent tous les processus vivants de l'arbre, et c'est la partie qui n'est pas exploitée en scierie. Et puis au bout de la carotte, c'est ce qu'on appelle le duramen, aussi appelé bois de cœur ou bois parfait, et c'est celui-là qui est utilisé pour la construction, pour l'ameublement, pour l'artisanat. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est dans cette partie, dans le duramen, que se trouvent les molécules qui participent à la défense chimique de l'arbre. Et donc c'est cette partie que nous allons étudier au laboratoire pour extraire ces molécules et pour tester leurs applications et leurs activités. Les déchets de l'exploitation forestière peuvent-ils être transformés en insecticides et sauver des vies? Une ébauche de réponse se trouve dans le laboratoire à Cayenne, la capitale en pleine expansion démographique. C'est aussi ici, dans ces zones urbaines de plus en plus peuplées, que le risque lié aux moustiques est le plus important. Les substances actives sont extraites des échantillons de bois. Puis elles sont testées sur les larves de différentes espèces de moustiques. Pour leurs expériences, les chercheurs ont besoin de milliers de larves de moustiques, placées sous haute surveillance. Si les moustiques adultes venaient à s'échapper, Cayenne serait confrontée à une grave crise sanitaire. C'est prêt pour toi? Oui, c'est bon. Divers dosages d'extraits de grignon sont testés sur les larves de moustiques. Donc là, la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'on n'observe plus aucun mouvement des larves dans le tube où on a ajouté l'extrait de plante, si on compare avec le tube témoin où elles sont encore bien dynamiques. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que cet extrait est très prometteur. Et en fait, nous, l'objectif dans ce projet insecticide, c'est de fournir des éléments pour favoriser le développement de ces insecticides d'origine végétale. L'intérêt de ce type de produit, c'est comme ils sont fabriqués dans la nature, ils sont censés mieux se dégrader dans la nature également. Donc ça peut éviter des problèmes de toxicité par rapport à l'environnement qu'on peut trouver avec des insecticides d'origine synthétique. Au-delà de leurs missions individuelles, les pionniers de la forêt ont compris que le plus grand trésor de la Guyane n'est ni l'or, ni le bois, ni les molécules. C'est la connaissance. Quels que soient les problèmes posés par la cohabitation de l'homme et de la nature, la forêt renferme des solutions dans toute son infinie diversité, du fourmillement de ses racines jusqu'aux nuages de ses cimes. La forêt de Guyane est un livre ouvert.
elle n'attend que ceux qui veulent se donner la peine de la lire. Et dans ces lignes vertes, ce bout de terre si petit à l'échelle de l'Amazonie pourrait bien nous révéler le chemin vers un avenir durable.